suppose qu'il y a des questions quand même. Et qui se lance? Moi, je dirais simplement que de toute façon, il y aura toujours des meneurs et des menés. Ça, on ne peut pas l'empêcher. Et une hiérarchie est absolument nécessaire. Vous en parliez avec les animaux. Et quand on veut écrouler un pays ou une religion, on s'attaque à sa hiérarchie. C'est ce qui se passe à Rome actuellement. Voilà. Non, mais bien sûr, parce que si... On est, je rajouterais aussi qu'on est inégaux à la naissance. Bien sûr, bien sûr. Avec des qualités, des possibilités intellectuelles. On est inégaux. Bien sûr, bien sûr. Ça, on ne pourra rien y faire, hein, on va toujours. Et si on part de ce principe, non pas qu'on est égaux, mais qu'on est inégaux, dans ce cas, ça permet aussi d'interpréter l'histoire politique et les évolutions des sociétés humaines comme des adaptations successives aux différentes contraintes qui font que, quand nous naissons, nous sommes inégaux. Et que ceux qui sont moins favorisés, ils ont des raisons d'être frustrés. Mais en fait, ça, c'est même pas choquant. Tout le monde le comprend que, par exemple, quand on est plus beau, on va plus facilement plaire. Enfin, c'est basique, c'est évident. Mais on ne peut pas empêcher aux gens qui le sont moins d'être un peu dégoûtés, de se dire si j'avais pu être grand, 1m90, beau gosse, super intelligent, j'aurais été plus heureux. Donc il faut bien trouver des manières de gérer ce genre de problème. Et donc pour rester sur la question de la beauté, l'exemple est très simple. C'est la question du mariage, de la monogamie. Si on organise notre société, si on organise la sexualité humaine en disant un homme qui prend toutes les femmes, puis les autres, ils se débrouillent. Pourquoi les autres, à un moment, ils ne prennent pas les armes pour aller tuer celui qui a toutes les femmes en disant moi aussi, j'ai envie d'avoir ma part du pouvoir. Donc, la monogamie peut être vue comme une solution à ce problème d'inégalité naturelle qui fait que, au niveau sexuel, les individus ne sont pas tous désirables les uns les autres. Mais ça, c'est de la politique. C'est de la politique. Et justement, ce genre de problème aujourd'hui se pose à nous dans nos sociétés, parce qu'avant, on avait la monogamie qui résolvait le problème. Maintenant, on l'a plus. Donc c'est pour ça qu'on a chez les jeunes beaucoup de contenus. Oui, on a des jeunes paumés, avec beaucoup de contenus qui tournent autour de la séduction, de la drague, de la sexualité, de comprendre les hommes, comprendre les femmes, etc. Parce qu'en fait, on a cassé... Parce qu'on est complémentaires, l'homme et la femme sont complémentaires. Exactement. Ils étaient programmés, ils ont voulu tuer ça. Exactement, et comme on l'a détruit, du coup, les gens spontanément essayent de trouver de nouvelles solutions. Voilà. Et c'est même vrai dans l'amitié. Souvent, on est complémentaires. C'est ce qui crée la force, la richesse de l'humain. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si ce genre de sujet intéresse les gens, certains généticiens ont fait des études de comparer la proximité génétique dans une population donnée de deux amis par rapport à des inconnus. Tendanciellement, on est plus facilement amis avec des gens qui sont génétiquement proches de nous que des gens qui sont génétiquement distincts, y compris dans une même population. C'est-à-dire qu'en France, deux Français plus proches génétiquement vont plus facilement être amis que deux Français moins proches génétiquement. Donc, je vais totalement dans votre sens. Quand on creuse tous ces sujets-là, on trouve énormément d'arguments naturalistes qui permettent d'expliquer la société, mais en même temps qu'elle explique la société, plutôt en même temps qu'ils expliquent la société, que ces arguments expliquent les choses, ils nous imposent des contraintes qui font que l'immigration de masse, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que ça crée des tensions, parce que les gens ne deviennent pas des mêmes populations. Voilà. C'est tout bête comme contrainte, mais on a voulu effacer ce genre de contraintes. Et le féminisme, qu'est-ce que ça a donné Et le féminisme, c'est exactement la même chose. Des femmes qui voulaient être des hommes, quelque part. Exactement. Alors, autre question. Allez-y. Ou remarque, parce que là, c'était des remarques. Est-ce qu'il n'y a pas un contrat implicite? Alors ça, c'est-à-dire, je prends un exemple qui peut choquer, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être servi, puis il y a des métiers qui ne me plaisent pas, parce que moi j'ai besoin de beaucoup de loisirs, puis il y a des métiers, il faut pédaler beaucoup, donc j'ai besoin de boy, alors j'ai besoin de faire venir ces gens-là, et ils sont très contents de pédaler, de faire des travaux que je méprise parce que j'ai besoin de loisirs. Donc, voilà, c'est le système un peu pervers de l'immigration, alors que je suis en train de dévoyer des gens, de les transformer
En esclave. en serviteur. Saint-Hubert, je suppose. Et je suis devenu un peu le colonialiste qui, l'anglais, qui vivait très bien avec environné de serviteurs. Et j'importe mes serviteurs et je néglige toute une série d'activités que je considère indignes parce que c'est loisir, notamment la fumette, ça prend beaucoup de temps. Vas-y. Pour vous répondre là-dessus, je peux Et en répondre. haut lieu, c'est voulu, ça. C'est un contrat Il y a implicite. un maximum Attendez, d'esclaves. Donc ça, c'est Oui, le oui, contrat oui, oui, implicite. oui. Non, mais après, là, moi, ce soir, je ne vais pas vous faire une analyse politique, je fais une critique philosophique, donc je vais vous répondre de langue philosophique, pas de langue politique. Il y a deux choses dans votre remarque. La première chose sur le contrat implicite. Alors ça, justement, c'est un argument des contractualistes, parce qu'ils voient bien que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on est gosse, on ne peut pas consentir à un contrat, donc il y a un problème. Donc eux, ils vont retourner la chose en disant, oui, mais justement, le contrat est implicite, si on ne s'y oppose pas, alors il est valide. Oui, mais enfin, ça invalide l'argument de départ, puisque ça réfute le fait même que ce soit un contrat avec un accord volontaire. Donc ça, c'est pour la partie philosophique de la réponse à la remarque. Pour la partie maintenant un peu plus, on va dire, biologique, scientifique, ce que vous décrivez dans la littérature scientifique, on va appeler ça un phénotype étendu ou une niche écologique. Donc là, vous n'avez rien compris, donc je vais expliquer. L'idée, c'est de dire, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de la dynastie. Il est normal qu'une famille, par exemple, ait envie que sa situation sociale soit meilleure que les autres. Et donc qu'elle mette en place une organisation sociale qui lui bénéficie à elle au détriment des autres. Et d'ailleurs, ça, c'est un problème politique fondamental. Parce que dans chaque société, les individus, mais aussi les groupes, ont intérêt à changer les règles en leur faveur. Tout le monde. Il n'y a pas d'exception à ça. Comment on fait pour justement trouver un peu des compromis et ne pas basculer dans l'exploitation pure. Donc, votre remarque sur ces situations qu'on appellerait en sociologie de domination, elle est correcte, mais encore une fois, je ne vois rien dans le paradigme naturaliste qui m'empêche de penser cette chose. Je n'ai pas besoin d'être un sociologue gauchiste pour le penser. Et ça, pour moi, c'est une vraie force du naturalisme, c'est que ça permet de connecter la philosophie politique, l'étude de la société, la sociologie, la psychologie. Ça permet de connecter tout ça à la nature et à la biologie, plutôt que cette idée daubée de contrat social qui nous explique que oui, il y a un état de nature, puis il y a une société, puis il y a un passage de l'un à l'autre, mais on ne sait pas trop comment on passe de l'un à l'autre. Et donc on invente telle théorie fumeuse qui ne marche pas, donc on la remplace par telle autre, puis par telle autre, puis par telle autre. Voilà. Moi, il n'y a aucune raison pour ma part de s'interdire quand on a une pensée politique de droite basée sur la hiérarchie, sur la différence naturelle, sur la tradition, sur la nécessité de transmission. Pour moi, il n'y a aucune objection, aucune impossibilité à ne pas faire de sciences humaines, à ne pas faire de sociologie, à ne pas penser la domination comme vous l'avez décrite, parce que c'est une situation de domination que vous avez décrite. Simplement, voilà, il va falloir commencer à faire un travail d'abord théorique et ensuite de vulgarisation pour que ces idées soient faites. Alors moi, à mon petit niveau, ce que je présente ce soir, c'est une esquisse. C'est pas encore une théorie, mais en tout cas, ça se base sur des travaux théoriques, mais qui eux-mêmes, d'ailleurs, ne sont même pas forcément tous aboutis. Donc voilà, il n'y a pas de raison de s'interdire de penser la société à partir de la nature. Est-ce que avoir une position complètement naturaliste n'est pas tout aussi radicale qu'une position de contrat social, c'est-à-dire que considérer que tout dans les sociétés n'est que une construction due à la nature ou aux conséquences de la nature, ça ne serait pas nier certaines conséquences de construction qui seraient dues à des règles morales, qui pourraient être par exemple indues à des religions, qui de faits divers selon les populations ouais, bien sûr. de la société. Alors, visiblement, je vois ce soir que le niveau des questions est plutôt excellent. Ce genre de remarque est parfaitement correct, puisqu'effectivement, il y a une tendance. Il y a une tendance de la position naturaliste à se réduire à un déterminisme. Donc, déterminisme, il faut entendre par là le fait que nous aurions des gènes, et les gènes nous déterminent tels que nous sommes, et puis basta, on ne peut pas changer.
et ça, c'est une manière de penser qui est réelle. Donc votre remarque, elle est correcte de ce point de vue-là. Voilà. La limite que vous pointez, elle existe. Maintenant, moi ce que j'essaye de faire, c'est ne pas m'attaquer aux arguments les plus faibles de mes adversaires, mais aux arguments les plus forts. Et dans le paradigme naturaliste, on va trouver des gens justement qui répondent à ça. Là-dessus, ça va être tous les travaux qu'on appelle sur l'évolution culturelle. Donc ça, c'est une branche de la théorie de l'évolution qui s'intéresse à la culture. Parce que ça, personne ne le sait. Il y a des biologistes spécialisés dans l'étude de la culture. C'est pas que de la génétique, c'est aussi l'étude de la culture. Et eux, ce qu'ils vont expliquer, c'est que la société n'est pas déterminée par la biologie, elle est contrainte par la biologie. Donc, il faut changer de sens. Il y a des limites aux variations sociales qu'il peut avoir. Parce qu'il y a des contraintes. Mais ces limites, à l'intérieur de ces limites, ça peut varier. Et donc vous, ce que vous décrivez, c'est les variations possibles à l'intérieur de ces limites. Exemple concret. D'un point de vue naturel, la stratégie la plus classique pour les femelles afin d'attirer les mâles, c'est par le regard. Dans nos sociétés, les femmes veulent se rendre belles pour attirer l'attention des hommes à elles. Ça, c'est une contrainte naturelle. Cette contrainte naturelle, on peut la gérer de plein de manières différentes. Un extrême, ça peut être tout à poil et on montre le maximum nos corps pour que nos qualités charnelles soient mises en avant. Autre extrême, tout voilé, caché, dissimulé, justement pour éviter cette compétition féminine. Ces deux variations s'expliquent à partir de la même contrainte naturelle. Donc, je pense que votre objection qui est correcte, si on travaille sérieusement dans un paradigme naturaliste, on peut y répondre et on peut ne pas tomber dans cet écueil. Et pour finir avec une dernière remarque en réponse, il y a un sociologue français que je trouve absolument excellent, qui encore une fois ne va être connu par personne dans les milieux politiques, qui s'appelle Cyril Lemieux. Cyril Lemieux, c'est, à mon avis, la meilleure critique théorique du constructivisme à la con des universités françaises et américaines. Cyril Lemieux, lui, sa théorie, alors bon, lui, il n'a pas un paradigme naturaliste, mais quand on le lit, on voit directement comment ça pourrait être naturalisé, sa théorie. Et lui, ce qu'il va dire, justement, c'est que il va penser la sociologie en termes de conflit, d'opposition. Et ça, on peut directement voir, on peut directement y reconnaître des conflits naturels. Quand il y a des conflits sociaux, les conflits ne viennent pas de n'importe où, ils viennent de conflits naturels. Donc, on peut avoir une manière de penser la sociologie qui vient de la sociologie et qui peut s'adapter, ou plutôt être concilié avec une approche naturaliste. Après ça, faire ce travail de conciliation, ça va être assez difficile parce que très souvent, c'est pas juste des obstacles théoriques entre les gens, c'est des obstacles politiques. Il y a beaucoup de gens qui sont de gauche qui ne veulent pas du tout entendre parler de naturalisme, parce que pour eux, naturalisme égale Hitler égale nazi. Voilà. C'était une autre question. Non, je te sens chaud. Ah non. Si, il est obligé. Non. Je suis obligé. Est-ce que c'est vraiment si mal que ça? Non, il n'y a pas de question. D'autres remarques? Si, moi je voulais dire, chez les animaux, la mère éduque ses enfants, élève ses enfants, et chez les humains, ça devient de plus en plus rare. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est l'État, donc l'État profond, hein, qui fait de nos enfants ce qu'il veut bien en faire, de futurs esclaves. Et ce qui est intéressant là-dessus, justement, c'est que... C'est aussi simple que ça. Encore une fois, les remarques sont très pertinentes, et d'ailleurs, c'est même bien parce que j'estime quand même que quand on a des idées de bon sens, ça veut dire que la théorie, à un moment, doit rencontrer l'expérience ordinaire des gens. Et ce que vous décrivez, justement, il y a une anthropologue américaine qui s'appelle Sarah Hardy, qui écrit des bouquins entiers, justement, sur les stratégies sexuelles des mères. Et
Et pareil, ça va d'un extrême qui va être j'abandonne mon enfant en me disant plus tard j'aurai l'occasion d'en avoir un autre dans une meilleure situation, avec un meilleur partenaire, dans un meilleur environnement, ce qui pose, on voit immédiatement le parallèle contemporain humain avec la question de l'avortement. Et l'autre extrême qui va être effectivement un gros investissement des mères, avec aussi des stratégies pour inciter les hommes à s'investir pour leurs enfants, inciter les autres femmes à la loyauté pour aider leurs propres enfants, etc. etc. Donc, votre remarque, encore une fois, c'est du bon sens. Si on a envie derrière d'être un peu intellectualiser la chose et se baser sur des écrits universitaires, on peut. Ce genre de travaux existe. Donc voilà, il n'y a aucune excuse, ça va être peut-être le mot de la fin, sauf si quelqu'un a d'autres questions, mais il n'y a aucune excuse pour ne pas penser en tant que naturaliste quand on fait de la pensée politique à droite. Bon, c'est un bon mot de la fin, sauf s'il y a d'autres remarques. J'ai l'impression que de toute façon on peut continuer à discuter après. Je pense à une auteure, Jérôme Pasteur, je sais pas si... Comment tu dis? Jérôme Pasteur, ça vous dit quelque chose? Non. C'est une femme qui a vécu en Amazonie, dans une tribu, et je suppose que cette tribu n'existe plus, malheureusement, et au fin fond de l'Amazonie, et elle observait, elle vivait avec eux, et pieds nus dans la jungle, et alors elle observait des règles de comportement qui étaient très claires, dictées par en fait la nature, hein, et donc elle citait un exemple, alors je ne sais pas si c'était un exemple mythique, qui faisait qu'un gars qui aimait beaucoup sa femme, qu'il avait élue, a voulu faire une case un peu éloignée, à quelques kilomètres, comme ça, pour la conserver pour lui. Bon. Et puis, il a eu plein de malheurs. Donc, alors c'est un peu un mythe qui circulait, et comme quoi la communauté, cette vie en communauté était nécessaire face à cette nature. Je peux vous donner un exemple de mythe très concret qui s'appelle les enfants chimères. Ça, c'est un mythe dans les sociétés matriarcales qui est de dire que quand une femme est enceinte, si elle a un rapport sexuel avec un homme autre que le père, une partie... En fait, si on l'exprimait de manière moderne, on dirait qu'une partie de la génétique du père se mélange à celle de l'enfant. Et donc en fait, on considère que l'enfant a plusieurs pères. Alors, d'un point de vue génétique, c'est aberrant. En réalité, l'enfant, il a un père. C'est le premier, c'est celui qui a fécondé, la mère. Mais, culturellement, on raconte que l'enfant est une chimère et qu'il a plusieurs pères. Et ça, c'est intéressant pour les femmes parce que c'est une pratique culturelle qui leur permet d'inciter les hommes à s'occuper de leurs enfants et donc à maximiser les chances de leurs enfants à avoir une meilleure alimentation, une meilleure éducation, une meilleure protection, etc. etc. Donc voilà, je peux trouver aussi des références universitaires qui vont dans votre sens. Donc là-dessus, encore le mot de la fin, il n'y a pas d'excuse pour ne pas être naturaliste quand on est de droite.